tous et bienvenue à Paris pour un Délivrez-nous spécial festival. Dans cette émission, il n'y aura pas un invité d'honneur, mais une pléiade de rencontres et une plongée au cœur de deux manifestations aux univers radicalement différents. Dans la deuxième partie de cette émission, il sera question de 9e art avec les 16e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Mais pour commencer, je vous invite à découvrir notre reportage sur le 29e marché de la poésie. Ce rendez-vous incontournable qui explique notre présence ici a lieu cette année sur le thème de la poésie nordique, mais nous nous sommes intéressés particulièrement à la présence de la Picardie ici. C'est à découvrir tout de suite en images. Étape incontournable des manifestations littéraires internationales, le marché de la poésie se déroule chaque année place Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris. Le CR2L, Centre régional Livre et Lecture Picardie, accompagnait 7 éditeurs de poésie Picard sur cette 29e édition. Il y a deux régions qui sont moteurs en poésie, il s'agit du Languedoc-Roussillon et de la Picardie. Et pour donner un chiffre, on a autour de 35% des éditeurs de Picardie qui éditent de la poésie. Et on a des grands poètes en Picardie. Il y a 3 ans, c'était en 2008, la région a fêté par exemple les 80 ans d'un grand poète qui s'appelle Pierre Garnier. Mais on peut citer également Bernard Noël, qui est un des auteurs majeurs. Et du coup, ça rend d'autant plus essentiel notre présence au marché de la poésie. On a à peu près une dizaine d'éditeurs qui font de la poésie en Picardie. Ils expriment à chaque fois un courant différent, avec effectivement leur propre sensibilité. Je suis plus finalement à la recherche de textes proches d'une expérience que d'un imaginaire qui s'éloignerait de la vie. Nous sommes spécialistes des textes courts, voire très très courts, puisque nous aimons beaucoup le haïku. C'est donc originaire du Japon il y a 300 ans à peu près, et même avant il existait déjà à l'intérieur d'un autre poème. Et donc ce sont 3 lignes, avec en théorie une structure fixe de 17 syllabes, 5, 7 et 5, mais ça c'est la théorie. On part de quelque chose de ressenti par ces 5 sens. Que ce soit la vue, d'habitude c'est beaucoup la vue, mais ça peut être les autres sens, l'ouïe, l'odorat. Donc une expérience sensible qui ensuite, lorsqu'elle est écrite, va permettre au lecteur de comprendre d'autres choses qui sont juste suggérées. Tout le monde peut être capable, en ouvrant bien les yeux et en s'exerçant un peu à l'écriture, bien sûr, d'écrire un haïku. Donc c'est assez satisfaisant et c'est une porte d'entrée vers la poésie. C'est une démarche qui, dès le départ, c'est-à-dire il y a 20 et quelques années, qui est inscrite dans le développement même de la maison, à savoir que l'artiste et l'écrivain, et généralement le poète, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux avec un artiste, sont réunis dans un livre pour créer un livre, mais pas seulement un livre qui soit aussi une œuvre d'art. Je vais un peu évoluer en mettant plus d'images dans les livres, en mettant des images dans les livres qui supporteront, qui en même temps permettront d'être de la continuité de l'écrit. Ça a commencé d'ailleurs avec un livre qui s'appelle « Au vif du monde ». Et puis ça va continuer avec d'autres livres où je vais mélanger écrit et un support qui soit de la peinture ou de la photo, enfin je ne sais pas encore, ça dépendra des auteurs et des artistes. Au départ, je faisais partie de l'association des écrivains de Picardie. Je me suis aperçue, grâce à cette association, qu'il y avait beaucoup de poètes en Picardie. Je pensais depuis assez longtemps, j'avais envie de faire des livres, j'en ai parlé avec eux. Et on a démarré la petite collection des Vanneaux. Et très très vite, ça a plu énormément. Au début, c'était pas très lourd à porter, c'était un amusement, c'était très très sympathique. Mais j'ai rencontré Pierre Garnier. Alors Pierre Garnier, c'est un monument. Alors je m'appuie sur Pierre Garnier dans mes éditions parce que j'ai décidé de faire ses œuvres complètes. En même temps que je fais les œuvres complètes, je fais ses poèmes chaque année et je lui fais des beaux livres. Le marché de la poésie offre 4 jours d'animation, de lecture, de rencontres, de dédicaces et la vedette dans les allées, déclinée sous toutes les formes, c'est le livre. Comment croire à ce que vous croyez? Comment croître en ce que vous voyez? Comment sur cette page inscrire les fondements de... Je flotte, je galège, j'allège la mesure de l'impact en des atermoiements. Je n'ai pas, j'aurai peut-être, mais peu importe. C'est toujours à un moment, dans des périodes de chaos où on ne mesure rien, on a l'impression que tout va à volo, et pourtant il se passe des choses à l'intérieur qui fait que le futur se construit.
Et bon, ça parle de ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable de prendre du recul et de regarder des événements qui ont eu lieu, qui sont quand même marquants parce qu'ils ont mis en difficulté l'être humain dans la société, il y a déjà quelque chose qui se construit. Je crois que tout poète, même quand il parle de façon très décalée des choses, est engagé. C'est-à-dire qu'un poète, en fait, il ne fait que s'intéresser à ce qui l'entoure, à ce qui se passe autour de lui. Et puis ça chemine dans sa tête et il en fait quelque chose, ça ressort autrement à travers son écriture. Mais il est dans sa bulle au moment où il écrit, mais sinon c'est un être sociable. Mais vraiment. Il y a beaucoup d'éditeurs qui font des petits livres, voilà, c'est bien, c'est amusant, etc. Malheureusement, c'est dû à mon caractère aussi. Il n'y a que les très grands projets qui me dérangent. Par exemple, celui-ci, Jean-Paul Klee, c'est le premier cahier de quelque chose qui va être jusqu'à ma mort et après ma mort, si les Vanneau existent encore, parce qu'il y a 7000 pages à publier. C'est un très très gros projet. Et là, je commence du roman. Et un jour, j'ai rencontré Cécile, je lui ai fait lire ce manuscrit, elle m'a dit « Bon ben, c'est le roman que je cherche, il faut absolument que je publie ça. J'ai une passion pour l'opéra, pour les voix féminines en particulier. Et donc j'ai eu l'idée de créer de toute pièce une diva qui aurait tous les avantages du point de vue vocal de toutes les cantatrices que j'ai aimées. Et puis je lui ai fait rencontrer un personnage qui me ressemble un petit peu, puisque le personnage d'Alain est un mélomane qui travaille dans l'industrie, ce qui était mon cas. C'est l'histoire donc de ces rapports entre le mélomane et cette cantatrice. Donc rapport amoureux évidemment, mais le ver de terre amoureux de l'étoile, l'impossibilité de se rejoindre. Donc ça dure sur une vingtaine d'années, mais en même temps, ce mélomane est le conseiller, l'ami, le soutien de cette cantatrice. C'est en même temps un livre sur le bonheur, sur la construction d'un bonheur à deux dans un cadre musical, mais il n'y a pas que de la musique. Ce livre, dont les textes ont été écrits par Gilles Brûlé, qui est un poète qui a déjà publié pas mal de livres de poésie, de poèmes. C'est la vie d'un nounours sous différentes scènes de la vie quotidienne. Ce texte-là, par exemple, l'ombre de mon nounours est aussi un nounours. C'est quand même très haïku dans la mesure où c'est observer finement quelque chose. Et donc nous avons eu la chance d'avoir Chiaki Miyamoto pour illustratrice, qui est japonaise, elle habite à Lyon et elle a été publiée par de grands éditeurs, Gallimard Jeunesse, etc. Et elle a accepté de travailler pour nous. Le livre est en bilingue français-japonais, ce qui ouvre encore plus les possibilités pour les enfants aussi, ça les attire beaucoup. Le dernier livre que j'ai édité, c'est Asile, d'Alexandre Bergamini, avec un artiste de rue qui s'appelle Jérôme Ménager, qui ici à Paris est très connu, puis, et donc qui continue de faire des dessins sur les murs, sur les portes, etc., mais qui maintenant est quasiment en galerie. Il y a des expositions qui sont faites sur son travail, et c'est le dernier livre que j'ai fait. Ça, c'est le tout dernier livre, l'édition 2011 qui vient de paraître samedi. Le thème était « Quel animal ?» Donc c'est un concours, non pas de poésie, mais de récits très courts de 575 mots maximum, un peu pour faire un clin d'œil au haïku. On vient de dévoiler le thème 2012 qui va être « Soleil levant ». Le marché de la poésie est un temps fort pour les éditeurs qui ont besoin de faire connaître leur travail. Leur présence y est rendue possible notamment grâce au soutien du CR2L. On a pour mission l'accompagnement des professionnels du livre. Alors, les professionnels, ce sont les auteurs, les libraires, les éditeurs, les bibliothécaires, les archivistes, tous ceux qui composent ce qu'on appelle cette chaîne du livre. Il faut considérer que venir à un salon, c'est effectivement se faire connaître du grand public, certes, c'est tisser des liens, faire des contacts.
avoir des relations, créer des partenariats. À l'inscription du salon, il y a une aide logistique, il y a notre présence pendant toute la durée du salon qui va coordonner tout le travail de l'ensemble. Voilà, donc c'est un soutien financier, logistique, et voilà. Puis on essaye aussi de les accompagner pour que leur présence se fasse le mieux possible. Il existe en France 4500 structures qui éditent des ouvrages. Entre la création et la diffusion, l'éditeur est un maillon essentiel de la chaîne du livre, mais l'aventure éditoriale n'est pas un long fleuve tranquille. C'est très difficile, de plus en plus difficile de vendre des livres. C'est un combat permanent. Alors pour un petit éditeur, sans doute encore plus. Là, je cherche quelqu'un pour m'aider donc à promouvoir, diffuser les livres. Je pense qu'il faut vraiment être très attentif au côté commercial. Moi, je fais des livres pour les vendre, pas pour le plaisir juste de les faire. Donc je me débat et je me bats pour y arriver. La poésie se vend dans un réseau qui est quand même assez confidentiel. Donc c'est très dur à tirer au point de vue commercial parce qu'on ne pilote pas un livre de poésie. Donc il faut que ça se vende sur 20 ans, etc. L'édition de poésie, c'est très dur, très dur. Et puis comme les librairies, c'est pas très rentable pour elles, que d'autre part la presse en parle très rarement, eh bien il faut se battre par réseau, mais c'est difficile bien sûr. S'ils ont des sensibilités différentes, les éditeurs et auteurs de poésie ont en commun l'énergie déployée afin de surmonter les difficultés et la volonté de faire partager leur passion. En poésie, on ne sait jamais où on va. Donc un lecteur qui lit pour la première fois un poème, il ne sait pas où ça va l'entraîner et qu'est-ce qui va se passer chez lui, en lui. Et donc, j'appelle ça la vie. La difficulté, effectivement, qui existe aujourd'hui, c'est que chaque poète a ses propres conventions. Et que donc chaque lecteur doit découvrir les conventions de chaque poète. Mais c'est pas une grande difficulté. C'est simplement qu'il faut accepter d'être assez ouvert et de prendre le temps. La poésie, c'est ce qui reste quand il n'y a plus rien. C'est-à-dire que lorsqu'on ne peut plus s'exprimer d'une manière très claire, c'est la poésie qui prend le relais. C'est une fenêtre, on ouvre sur ce qu'on ne sait pas, sur ce qu'on ne connaît pas. Et puis on part dans une aventure extraordinaire qui est tout un monde riche de possibilités, d'échanges, de rencontres, les mots avec toute leur saveur, toute leur danse, leur rythme. C'est une aventure extraordinaire. Il faut absolument qu'on fasse des ateliers d'écriture dans les écoles, il faut qu'on mette des livres de poésie dans les CDI. Et il faut faire des lectures de poésie dans les librairies, dans les médiathèques et partout où on peut. Dans le monde complètement foutraque dans lequel nous sommes, c'est peut-être le dernier espace de liberté et de foi. C'est la petite fenêtre qui reste encore ouverte sur la lumière. Et c'est pourquoi Pierre Garnet a écrit « Heureux les oiseaux, ils vont avec la lumière, les oiseaux Mévano et la poésie ». Je vous le disais en début d'émission, après la poésie, direction la bande dessinée avec les rendez-vous organisés chaque année par l'association amiénoise On a marché sur la bulle, un événement majeur pour les amateurs de BD, à découvrir tout de suite dans notre reportage. On a marché sur la bulle a organisé les 16e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens les 4 et 5 juin dernier. Ce point d'orgue du travail accompli par l'association est possible grâce à la mobilisation d'une centaine de bénévoles dont l'enthousiasme ne faiblit pas. L'enthousiasme est toujours intact parce que chaque salon est totalement différent. Déjà du fait des auteurs invités, il y a un noyau dur d'auteurs invités, un peu comme un noyau dur de bénévoles sur le salon. Des auteurs qui nous ont fait confiance depuis le début et à qui on continue de donner notre confiance, qui sont devenus même des amis assez proches pour certains, parce que on se côtoie hors dehors du festival régulièrement. C'est toujours intéressant de revivre un moment assez intense parce que ces 2 jours sont quand même vraiment intenses. C'est très peu de sommeil pour énormément d'activités sur 2 jours, ce qui fait que
Le dimanche soir, en général, on finit quand même sur les rotules. Il y a une énorme logistique en amont du festival où c'est vrai que le samedi et le dimanche, les gens viennent, tout est nickel, tout est beau. Enfin, on espère en tout cas que tout est comme ça. Mais il y a quand même beaucoup de travail en amont parce que la bibliothèque ne ressemble pas du tout à ça en temps normal. Même si à l'intérieur même des locaux, en fait, on sait ce qu'on doit faire, on sait comment on fait les choses. En amont, forcément, tout est différent. On recrée de nouvelles expositions à chaque fois, donc on se remet dans le bain avec les nouvelles expositions tous les ans. Tout est fait main du début jusqu'à la fin, même d'aller chercher les originaux chez les auteurs. C'est nous qui le faisons en général, pour des questions de sécurité, des questions d'assurance. Ensuite, toute la manutention, les découpes de Marie-Louise pour mettre les originaux en valeur dans des cadres, la commande de cadres, l'achat de cadres, la fabrication des divers éléments qui mettent en valeur les expositions sont également faites par nous. Oui. Alors, chaque bénévole en fait a plus ou moins de talent pour faire telle chose, donc chacun en fait contribue avec ce qu'il sait faire. Tous les ans, il y a des nouvelles personnes qui viennent, qui veulent participer un petit peu, qui veulent voir en fait l'envers du décor. Et venir un petit peu comme nous on le fait, c'est-à-dire travailler en amont, rencontrer des auteurs différemment, c'est super intéressant. C'est ce qui plaît aussi aux auteurs, parce qu'il y a des gens simples qui viennent, c'est pas qu'on n'est pas tous des professionnels à être super cadrés, etc., comme il peut y avoir dans des grands salons. Et cette liberté, c'est ce qui fait, je pense, toute la convivialité du salon. Puis le fait aussi que les gens se connaissent bien. Donc tous les bénévoles, un gros pôle actif qui donc se connaît très très bien, qu'on arrive donc à bien gérer les nouveaux bénévoles qui viennent pour essayer de les intégrer au mieux dans l'équipe. Le temps fort des rendez-vous de la bande dessinée se déroule sur un week-end. Des expositions, animations, débats, rencontres et dédicaces avec plus de 90 auteurs invités font le bonheur des amateurs de 9e art et des organisateurs du salon. C'est le bonheur le plus complet sur les 16e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens cette année. On a eu un peu plus de temps pour s'installer que d'habitude grâce aux jours fériés. Et puis on a une chance énorme, le temps et puis également les visiteurs. Ce matin, plus de 300 personnes se pressaient à 10h à l'ouverture des portes, les aficionados. Et maintenant, ce sont les familles qui arrivent et c'est juste génial. L'année dernière, c'était notre record déjà. On avait reçu 6500 personnes sur le week-end. Je pense que le record sera battu, je l'espère en tout cas. En même temps, le quantitatif, c'est une chose qui compte aussi, c'est la qualité du plateau, des auteurs, des expositions. Et quand on reçoit des grands messieurs comme Cabu et Charb par exemple, quand on reçoit Sylvain Vallée, Petit Luc, Juan Diaz Canales pour Black Sad, on a aussi des frissons de ce côté-là. Sur le week-end, il ne faut pas manquer tout ce qui relève des rencontres. Je crois que le public sous-estime sur un salon comme celui de la bande dessinée les temps de rencontres. Et on a la chance extraordinaire que dans le monde de la bande dessinée, les créateurs soient accessibles. Il n'y a pas de diva, j'allais dire qu'il y en a très peu, il n'y en a pas. Il n'y en a pas une seule sur ce festival. Il n'y a que des gens ordinaires, simples et aimables, qui font leur travail, qui sont des artistes, mais en même temps qui sont capables d'échanger avec le public. Et c'est ce qui se passe au quotidien. Je crois que de la vie des auteurs, c'est quand même un des festivals qui est à peu près unanimement apprécié par les auteurs. Enfin, depuis le début, ils soutiennent mon travail, en tout cas ils montrent de la sympathie pour ce que je fais. Donc voilà, moi tant qu'ils m'invitent, sauf alors je peux avoir une impossibilité, mais je viens. Donc en plus j'habite à Paris, je suis pas loin. Et non, c'est un festival très sympa, donc j'y viens depuis quasiment que j'ai commencé à faire des livres, j'y viens quasiment tous les ans. On profite tous, on jubile de la manifestation telle qu'elle est. Faire mieux, ça va être compliqué par rapport aux locaux, par rapport à nos moyens aussi, chacun ses limites. Et les nôtres en termes d'accueil, de locaux, de moyens humains, on les connaît également. On n'est pas loin là, vu l'énergie que l'on met, les nuits que l'on passe, je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux. Alors peut-être plus subtil, peut-être envisager de nouvelles choses, développer. Le pôle numérique pour nous c'est très important, là, ce qui est en train de se passer sur le premier étage de la bibliothèque universitaire avec Bajram qui dessine en direct, avec la télé du festival, avec les clips qui parlent des autres volets de l'activité. Des expositions qui sont dans la ville, ça je crois qu'il y a vraiment là-dedans quelque chose à creuser et à creuser encore. Sur le festival avec l'accueil des scolaires et tout au long de l'année, la dimension pédagogique dont a marché sur la bulle est essentielle. L'association s'attache à sensibiliser les plus jeunes à la bande dessinée et à la lecture en général. C'est important de s'adresser aux plus jeunes parce que les lecteurs demain sont les lecteurs qui se forment aujourd'hui, c'est une évidence. Et puis dans le même temps, c'est notre quotidien que de travailler sur la pédagogie de la bande dessinée. Donc il est logique de retrouver ça sur le festival, dans l'exposition Le Laboratoire, dans l'exposition sur l'enquête. Tout cela est complètement cohérent avec notre activité annuelle. Comme toute passion, on a envie, par certains moyens, et en l'occurrence là les cours ou les interventions comme aujourd'hui, de parler de cette passion et de la transmettre pour éventuellement donner envie aux plus jeunes de faire la même chose. J'essaie de capter un petit peu leur attention
et de voir lesquels parmi eux aiment le dessin. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de parler de choses qu'on connaît et de pouvoir avoir des petits points d'accroche comme comment on dessine, comment on fait un visage, etc. Quand je ressors d'une intervention comme ça, il y a beaucoup d'énergie et je ressors gonflé de... Ils sont toujours souriants, donc je ressors vraiment très optimiste et ils donnent toujours envie de... Dites monsieur, faites ça, on aimerait bien voir ça, on aime bien vos dessins. Donc du coup, moi, quand je ressors, je suis vraiment gonflé à bloc. Et ça, c'est rien que pour ça, il faut en faire régulièrement pour se redonner un petit peu de motivation, c'est clair. Chaque année au cours du festival, le prix du meilleur premier album des lycéens Picard est remis à l'issue d'un travail de lecture avec 35 lycées de la région. Pour sa 13e édition, ce prix a été remis à Cyrielle, dessinatrice de l'album Tokyo Home, sur un scénario de Thierry Gloris. Tokyo Home, donc c'est l'histoire en fait de Julie qui quitte la France parce qu'elle s'est disputée avec sa mère. Donc elle va rejoindre son père qui vit au Japon et donc c'est toute son histoire là-bas, son adaptation, son intégration. Donc c'est vraiment son aventure au Japon. C'est un peu un manga pour filles effectivement, mais on a la surprise de voir que finalement ça plaît autant aux garçons qu'aux filles et même aux adultes. On a beaucoup d'adultes qui viennent nous rencontrer sur les festivals, mais c'est vrai qu'au départ c'est pour les filles. Mais finalement tout le monde aime, donc on est ravis. Ce qu'on a essayé de faire passer dans cette BD sont des thèmes assez importants, assez graves parfois, mais toujours traités avec légèreté. Donc effectivement, on va dire la différence, c'est le point important de cet album. Je suis passionnée par le Japon et je suis tombée dedans quand j'avais 9 ans, avec la lecture de mes premiers mangas, parce que c'était à l'époque, il y en avait 5-6 en librairie, donc c'est les prémices. Et voilà, et petit à petit, je me suis intéressée à la culture japonaise et j'en suis devenue vraiment passionnée. Je ne savais pas que je faisais partie de la sélection, donc j'ai eu une belle surprise un dimanche matin d'apprendre que j'avais gagné le prix du premier meilleur album, donc une très très belle surprise, d'autant plus que c'est la première fois que je gagne un prix, donc que ce soit pour mon métier, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, on va dire, pour moi, donc belle surprise. L'association dispose également d'un département éditorial avec les éditions de La Gouttière, dont le dernier né est plutôt un album ressuscité. Il y a un beau bébé, un bel oiseau qui arrive, Kirouek, l'oiseau-bec, dans un monde où les couleurs disparaissent. Les livres vont peut-être réussir à sauver la couleur. Ce livre existait déjà en 2001 aux éditions Triskel, et puis l'auteur et nous-mêmes avons eu envie de le réanimer et de lui donner entièrement une nouvelle vie. Il a été repris de A à Z, pas un centimètre carré qui n'ait été retravaillé, et tout cela fonctionne merveilleusement dans cette réédition. Une des idées de départ, c'était que avec les armes, on faisait du papier, avec le papier, on faisait des livres, et donc prendre ce truc à rebours et dire qu'est-ce qui se passe si c'est les livres qui donnent naissance aux armes, quoi. Et du coup, ça avait été un peu une des bases de réflexion, puis après les différents éléments sont venus se greffer autour. C'est un album pour enfants. Après, comme moi je sais que j'aime beaucoup, que ce soit en bande dessinée ou en album en livre illustré, puisque celui de juste avant celui-là, c'est un livre illustré pour enfants que j'ai fait. Moi, ça m'a toujours plu, intéressé. S'il y a un seul message, c'est que lire, ça aide à être indépendant. Vaut mieux pas trop le dire fort, ce message-là, parce que c'est tellement bateau que vaut mieux que ce soit caché par une histoire. C'est juste une histoire, et puis après, dans toute histoire, il y a un cadre, quoi. Donc là, c'est ça. Depuis sa création en 1995, On a marché sur la bulle a conseillé et soutenu de nombreux auteurs de bande dessinée de la région, dont certains étaient encore des enfants lors des premiers salons. C'est en partie grâce à ce festival, à l'émulation qu'il y avait autour de ça, que quand j'étais petit et que je venais moi-même voir les planches, rencontrer les dessinateurs, qu'en rentrant chez moi, j'avais envie de redessiner, de me dire je ferai comme le monsieur plus tard. Et donc ce festival, je pense que pour beaucoup d'Amiénois et beaucoup de Picards en général, a donné envie à certains jeunes de continuer dans cette voie et d'y croire surtout. C'est une des choses les plus flatteuses qu'on puisse nous dire, que grâce à l'existence du salon, ils ont eu le rêve, et que grâce à l'existence du salon, ils ont eu le contact avec le monde professionnel. C'est vrai, je me souviens des uns et des autres. Régis Sautière, qui a été bénévole dans la structure, qui s'est impliqué dans le conseil d'administration, qui a monté des expositions et qui a rencontré grâce à ça un certain nombre de personnes et qui a été capable ensuite de poursuivre tout ça et puis de rencontrer des dessinateurs et de commencer à signer ses premiers projets. C'est vrai que ça fait plaisir, bien évidemment.
Un pari réussi donc pour l'équipe d'On a marché sur la bulle avec ses 16e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Et pour les retardataires, certaines expositions restent à découvrir après le festival. Cette émission spéciale festival entre poésie et bande dessinée est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Consultez le blog de l'émission délivrez-nous.tv pour de plus amples informations. Dans notre prochain numéro, nous vous inviterons à découvrir le Conseil constitutionnel, une émission à ne pas manquer. À très bientôt sur TV Amiens.